Ben, on poursuit par ce deuxième axe ça, qui vient croiser le premier, l'axe du contexte, de quoi est-il fait finalement, qu'est-ce qui l'alimente. Je commencerai par une première partie qui serait tout ce qui concerne l'identité artistique du conteur. Il y a tout son lui-même qui importe. Cette identité artistique, sur quoi repose-t-elle? Je dirais sur la personne même du conteur. Qu'est-ce que j'entends par personne? C'est sa physiologie. C'est un homme ou c'est une femme. Il est plus ou moins jeune ou plus ou moins vieux au moment où on le rencontre. Il est noir, il est blanc. Enfin bref, tout ce qui fait qu'on est né comme ça et qu'on doit faire avec. Il y aurait la personnalité. C'est à partir de ce qu'on est quand on est tout nu qui va nous constituer, ça va être bien sûr notre éducation, celle que nos parents nous offrent, mais aussi le choix qu'on peut faire de s'intéresser à des choses ou à d'autres. Bref, cette personnalité, pour moi, est une activité que se fonde l'individu, et le conteur en particulier, c'est sa personnalité qui va lui faire aimer plus ou moins certains récits, qui va lui faire dire d'une façon ou d'une autre, etc. Autour de cette personnalité, ou ce qui peut l'enrichir, il y aurait ce que j'appellerais l'expérience, le vécu qu'on peut déjà avoir et qui va vraisemblablement influencer le moment où on est ce jour-là à raconter. Tous ces éléments entrent en ligne de compte et vont en partie justement déjà préciser, définir le répertoire du conteur, ces textes qu'il a envie de dire plutôt que d'autres, etc. Et même si ces répertoires où ce répertoire d'un conteur peut être très varié, il y a quand même un certain répertoire qui va identifier, qui va singulariser finalement la personne, ce que ce conteur représente. Au-delà, j'irai rapidement, c'est tous les cercles finalement qui entourent l'individu. C'est la culture de l'individu, mais cette culture, elle ne vient pas de n'importe où. Elle est intégrée dans une culture générale, qu'on soit né en France ou en Afrique, en Algérie ou au Québec, fera qu'on n'a pas baigné dans la même culture et qu'on devra faire avec, disons, ou pas forcément. À culture, j'associerais la notion de société aussi, avec tout ce que ça peut vouloir dire. On n'est pas isolé, on appartient à un groupe humain qui a sa propre couleur. Là encore, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, ça va être des choix, ça, qui vont interférer sur ce qu'on va en faire. Mais on est quand même dépendant de ça, et le conte qu'on va finir par dire un jour dépend ultimement aussi de tout ce bagage, disons, précédent et dans lequel on baigne, qu'on emmène avec nous. J'oserais même nommer l'économie. Est-ce qu'on veut vivre du conte ou non dans quelle mesure cette destination, cette démarche finalement qu'on peut faire est liée à des nécessités économiques. On peut pas, même si c'est très trivial, on ne peut pas en faire fi. Ça appartient donc à l'ensemble pour moi aussi. J'évoquerai la notion d'idéologie qui conçoit, qu'on soit partisan vif d'une option ou d'une autre, on a forcément une posture, qu'elle soit politique ou autre, mais un système de valeurs qui nous appartient, qui va, ce système de valeurs aussi, interférer, colorer, dont va dépendre autant le choix des récits qu'on va produire que la manière même de les produire. J'ajouterai la notion d'esthétique dans ces choix, surtout peut-être même dans la manière de dire. On va choisir aussi d'être dans la sobriété, dans l'expansion, enfin peu importe le style justement qu'on va choisir, mais il repose en partie sur une forme d'esthétique qu'on peut repérer par rapport à d'autres, qui permettront de singulariser ce conteur ou cette conteuse par rapport aux autres. Et ultimement, je crois qu'il est toujours nécessaire et important de rappeler qu'il y a forcément au-dessus de tout ça une notion d'éthique, qu'on en soit plus ou moins conscient, qu'on en soit plus ou moins soucieux. Il y a forcément une dimension éthique dans tout ce travail-là, quoi qu'on veuille et quoi qu'on fasse. Tout ça irait du côté donc du conteur lui-même, de ce qui lui appartient, de ce bagage avec lequel il travaille et qui lui appartient. Et puis de l'autre côté, je dirais, du contexte, ce seraient toutes les contingences extérieures qui vont elles-mêmes aussi, parfois d'une manière très triviale, très pragmatique, mais qui vont interférer avec ce moment où moi je rencontre le conteur et l'histoire qu'il me raconte. Par exemple, tout ce qui a trait aux organismes qui vont mettre sur pied des festivals, qui vont inviter des conteurs et qui vont même décider que ce conteur, ben lui, va plutôt compter le samedi soir, l'autre, on va attendre le jeudi matin. Donc les organisateurs ont toute une part très importante à assumer par rapport à ce que moi, un jour, je finirai par entendre. Avec les organismes, il y aurait les institutions
gouvernementales ou non, toutes celles qui vont financer en grande partie, ou non, justement, ces différentes organisations qui vont faire en sorte qu'on pourra faire vivre les conteurs et leurs contes avec plus ou moins de bonheur et de richesse, qu'on pourra en les inviter les uns ou les autres selon ce qu'ils nous coûtent. De ces organismes vont dépendre, par exemple, la programmation, je viens de l'évoquer, quel conteur on va mettre, qui va-t-on inviter, à quel moment va-t-on inviter. Il y a tous les effets de diffusion, souvent liés aussi à ces organismes. Il faut faire un peu de promotion, de publicité, de couverture, comme on dit, médiatique, autour de tout cela. Donc l'acte même de diffusion aura lui aussi son rôle à jouer dans ce que je vais voir, même si c'est très loin de la magie d'un contenu de conte. Le conte sera quand même dépendant de tout cet environnement. Parlant de diffusion, on pourrait parler de toute la notion des promotions, je viens d'évoquer, le rôle des médias, plus ou moins important, en quelle mesure sont-ils là, qu'est-ce qu'ils vont en faire, comment vont-ils parler du conte, en bien ou en mal ou en rien, souvent il ne se dit pas grand-chose à ce niveau-là. Ces organismes eux-mêmes vont programmer l'un ou l'autre conteur, en général en tenant compte aussi du statut du conteur, c'est-à-dire de sa reconnaissance dans le milieu. Et là encore, quoi qu'on veuille, et certains conteurs sont plus réputés, on va plutôt choisir de les programmer plus souvent et dans des lieux plus propices, et d'autres moins parce qu'ils ne sont pas encore totalement reconnus ou pas assez reconnus. Donc le statut du conteur à l'intérieur de la grande, je dirais la grande famille du conte, à l'intérieur du grand système culturel auquel on appartient, a aussi son rôle à jouer. Et j'ai évoqué l'esthétique d'un conteur en particulier. Cette esthétique-là peut plus ou moins se ranger, se catégoriser à travers des courants esthétiques, entre le conte urbain, le conte très contemporain, le conte plus traditionnel, etc. Ces courants artistiques généraux vont en même temps placer le conteur, parfois pas toujours comme il le souhaiterait, mais il n'est pas toujours non plus, je dirais pas responsable, mais il n'a pas forcément son mot à dire. Par exemple, sur le lieu où on va le placer à travers ces courants esthétiques. Si je me rapproche de la performance elle-même, celle à laquelle j'assiste et dont je parle, les conditions techniques dans lesquelles vont se passer ces performances vont aussi dépendre si je suis dans une petite salle bibliothèque où il y a un spot et 3 chandelles, ou si dans une salle conventionnée où j'ai une batterie d'éclairage et de possibilités. Toutes ces conditions techniques, sonores, acoustiques, audio, etc. vont bien sûr aussi avoir leur mot à dire dans cet ensemble. Et puis enfin, je nommerai la composition même d'une soirée. Un conteur qui dispose d'une soirée pour compter en solo, pour installer beaucoup mieux son propre univers, le choix de ses récits plus ou moins longs, etc. Très différent de ce qu'on appelle des collectifs, où on fait passer une batterie, une brochette de conteurs qui n'ont même pas forcément décidé dans quel ordre ils passeraient, qui ont une histoire à raconter parmi d'autres, où les relations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais l'installation surtout de tel ou tel récit par tel ou tel conteur est contrainte à l'intérieur de cette série de contes des conteurs qu'on va avoir en rafale. Je préciserai une dernière forme parce qu'elle est de plus en plus fréquente, de plus en plus courante depuis quelques années, ce que j'appellerais le conte concerté, où plusieurs conteurs vont travailler ensemble, vont donc se concerter, travailler de concertation pour raconter soit un même récit à plusieurs voix, ou d'intervenir chacun sur scène, mais en connaissance de cause. Ils ont le temps de préparer eux-mêmes une soirée qui ne sera pas dédiée à un conteur, mais à 2 ou 3 ou plusieurs conteurs, mais qui auront pris le temps de travailler, de préparer, d'organiser, d'orchestrer cette soirée. C'est ce que j'entends par le conte concerté, et il est vrai qu'on en voit de plus en plus. Ultimement, il y aura bien sûr le lieu et le moment de la diffusion qui importe entre l'heure, le jour, le lieu, etc., qui sera le contexte ultime dans lequel tout ça va se raconter. Je pense avoir fait à peu près le tour de tous les éléments, vous voyez comme ils sont complètement divers, de nature très différente, mais je crois que tous ces éléments, d'une manière ou d'une autre, appartiennent et vont interférer, vont faire en sorte que la soirée à laquelle moi j'assiste comme écouteur sera ce qu'elle est.
aussi bien tout ce qui appartient au conteur et à son récit que toutes les circonstances dans lesquelles il va être en mesure, il pourra raconter ou il devra raconter ce soir-là, ce jour-là. Une première conclusion de cette map monde du conte que je viens de tenter de dresser en essayant de la faire la plus complète possible. Il manque peut-être encore des éléments qui mériteraient d'être précisés. Je crois avoir fait à peu près le tour. Il me semble important, et c'est ce que j'en attends, que tous ces éléments, aussi divers soient-ils, aussi impliquants de façon différente soient-ils directement ou indirectement, je crois que si tous ces éléments, mais l'ensemble sans en oublier, convergent vers ce que j'appellerais une adéquation, vers un équilibre, on pourrait dire vers une harmonie, c'est l'ensemble de ces éléments et l'harmonie qu'ils proposent, qu'ils procurent, qui vont sans doute faire que je passerai une soirée mémorable, quelque chose où j'aurai participé ce soir-là à quelque chose de dense, d'intense, et non pas de boiteux ou de plus ou moins pertinent. S'il y a un intérêt de cette carte, c'est peut-être en la regardant de voir dans quelle mesure chacun de ces éléments est bien en adéquation finalement avec l'ensemble des autres pour ne pas faire quelque chose qui boite ou faire une esquille qui nous empêcherait de fonctionner. Voilà en gros ce premier tour de cartes avant de clore peut-être par une autre dimension qui pourrait traverser ou recouvrir l'ensemble de cette carte, c'est les différents états que je peux y trouver. J'aimerais quand même y placer un certain nombre d'éléments qui vont qualifier, je dirais, mettre un peu de chair dans tout cet ensemble. Quand j'ai parlé d'appropriation plus tôt, je pense que cette appropriation dépend à la fois de ce qu'on pourrait appeler un état d'esprit, l'état d'esprit du conteur qui renvoie son intention, qu'est-ce qu'il veut faire, qui veut-il être, que veut-il raconter, qu'est-ce qu'il a apporté, etc. Et proche de cet état d'esprit, j'y associerai ou j'y mettrai en contiguïté un état d'âme. La dimension émotive n'est pas du tout à oublier et à négliger. Il y a une implication personnelle du conteur dans ce qu'il raconte, de la manière dont il raconte et à qui il raconte, qui renverrait donc à ce que j'appellerais globalement état d'âme. Mais tant qu'à en être rendu à définir quelques états, il me paraîtrait aussi très important, et même d'y revenir encore, à ce que j'appellerais un état de corps. Le mot lui-même, je le connaissais peu, j'ai dit ça m'arrangerait que ce mot-là existe, que ce terme-là existe, état de corps. Et en fouillant un peu, effectivement, il existe, je ne le connaissais pas encore. Il est fréquent, on l'emploie régulièrement dans tout ce qui concerne la danse, et pour cause, puisque c'est principalement le corps qui exprime. Donc un état de corps renverrait à toute cette présence du corps, tout ce qu'il peut exprimer, tout ce qu'il peut être. Et je crois qu'il appartient complètement au conteur aussi de tenir compte de cet état de corps et que je mettrai dans cette grande filet que j'avais déjà proposé au long de cette carte quand j'ai parlé d'un corpus à partir duquel on part, corpus c'est bien le corps, et puis après d'une ossature, d'une corporalité, d'une incorporation, d'une incarnation, tous ces termes renvoient très fortement, martèlent même tous ces moments qui vont intégrer le corps et qui vont faire en sorte qu'il sera très central finalement à toute cette prestation, car c'est beaucoup à partir de lui, à travers lui et de lui que cette prestation, ce à quoi j'assiste, fonctionne. Et puisque je viens de parler d'adéquation comme étant ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut espérer d'une soirée de conte, d'un moment, de cette rencontre de tous ces éléments que je viens de nommer, avec l'état d'esprit et l'état d'âme, avec l'état de corps, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'ensemble de ces états nous mène, et c'est pas assuré, mais on peut espérer qu'il nous mène et faire tout pour qu'il nous mène vers ce que j'appellerais un état de grâce, ce qui désignerait précisément ce moment où un conteur content devant des gens qui l'écoutent, il se passe ce qu'on appelle cette magie, ça passe cette espèce de moment d'extase, cette chimie qui a pris tous ces termes qu'on emploie parce qu'on ne sait pas très bien comment les définir mieux. Le dernier terme que j'ai entendu, je le cite maintenant parce qu'il est très beau, je l'aime bien, je l'ai appris par Michel Faubert, qui lui-même l'avait entendu dire de Daniel Haché, un sculpteur et un conteur moins connu, et Michel Faubert reprenait ce terme d'être en état de racontement.
Quand je parle d'état de grâce, quand Michel Faubert parle d'état de racontement, je crois qu'on est quelque chose de même nature, c'est-à-dire cette extraordinaire puissance qu'on peut ressentir quand un conteur contant à des gens venus l'écouter, il se passe là quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors ça marche pas à tous les coups, l'état de grâce non plus marche pas à tous les coups, c'est comme le septième ciel, on ne l'atteint pas à toutes les fois. Mais quand on l'atteint, on s'en souvient, et c'est vraiment vers ça, je pense, qu'il faut tendre et qu'on peut espérer le rencontrer. Ma petite contribution de tout le repérage de ces éléments qui ont l'air vraiment des bricolages et d'une mécanique, je crois, ont tous quelque chose à voir pour favoriser cet état de grâce. Tout ça, même cumulé, ne suffira pas pour qu'on l'atteigne forcément, mais je crois que tous ces éléments peuvent aller vers, peuvent pousser, peuvent stimuler, peuvent rendre peut-être plus probable le fait qu'on atteigne cet état de grâce, car c'est la grâce que je nous souhaite et que je me souhaite moi comme écouteur, et au compteur aussi, parce que je sais très bien dans quel moment de plaisir, de bonheur on peut être quand on croise ces moments, pas toujours, mais quand ils existent, ils existent. Vers quoi mène cette carte, cette quête que j'ai pu faire en la traversant? C'est de tenter de repérer qu'est-ce qui pourrait bien faire en sorte qu'on favorise un état de grâce plutôt qu'une déception. Voilà, j'ai fait le tour. En fait, voilà où j'en suis rendu. Parce que je ne pense pas être arrivé, moi non plus. Que cette carte, d'abord je l'ai remaniée plusieurs fois, mot par mot, depuis 4-5 ans maintenant qu'elle circule. Pas tellement parce que les îles ont changé, encore que oui, le territoire du conte a quand même bougé. J'allais dire dérivé, mais ça serait un mauvais terme, mais dérivé comme un continent peut dériver, parce que tout ça n'est pas fixe, bien sûr, c'est pas immuable. Et que ma carte doit tenir compte peut-être de ces grands mouvements du conte. On pourrait en reparler, mais ça serait une longue histoire, là encore, de voir comment les choses bougent. Mais si les choses ont bougé aussi, c'est d'une part parce que le paysage a bougé, même lentement, mais que moi-même, remaniant, en remarchant, en refoulant systématiquement cette carte, il y a des précisions que j'ai ajoutées, mais d'autres que j'ai déplacées. C'est des ajustements finalement. Et je crois qu'ils ne sont pas finis, je vais sans doute encore réintervenir. Donc voilà où j'en suis rendu. Et si j'en suis rendu là, je tiens beaucoup à le signaler, à le souligner même, c'est par cet immense privilège que j'ai pu avoir de fréquenter depuis maintenant presque une trentaine d'années des conteurs sur scène bien sûr, mais ça, tout spectateur a ce droit-là. Mais beaucoup de conteurs ici, chez moi ou ailleurs, dans des rencontres plus privées, des rencontres où on pouvait se laisser aller à comprendre par cet écho de l'intérieur du conteur et moi qui étais l'œil externe, l'oreille externe, d'ajuster, de mieux comprendre, sans être toujours forcément d'accord avec ce qui m'était dit, il fallait que je l'intègre, sans forcément le comprendre de la même façon, bien sûr, mais j'ai beaucoup été alimenté par les conteurs eux-mêmes, et ça, je leur en rends grâce. C'est eux les signataires, quelque part, en même temps, de cette carte, et si cette carte, je l'ai dessinée, c'était beaucoup à partir du chemin qu'eux-mêmes parcouraient sur ce territoire. Cette terra me serait restée incognita si personne ne m'avait pris par la main pour me pousser à ces aventures et à ces découvertes. Donc grand merci à eux, et c'est une œuvre commune, je dirais. Je ne suis que le scribe, en fait, oui, le cartographe, qui est fini par dessiner tous ces voyages cumulés, et d'autres encore sont à venir. Mais tant qu'à remercier quelqu'un, j'aimerais aussi très précisément remercier Pascal Quéré, qui me donne l'occasion de pouvoir m'exprimer, de pouvoir être vu, de pouvoir partager avec vous qui regardez ce travail. Vous en faites ce que bon vous semble. Il est, comme on dit chez nous, copyleft, et non pas copyright. Quelque part, il est ouvert, bien sûr, que une carte ne sert que si elle est ouverte et utilisée pour mener son propre chemin. Sans ça, je ne vois pas l'intérêt d'une carte. Quoi dire d'autre si ce n'est qu'effectivement, je sais que pour moi, moi-même, le chemin continue. Bien sûr, mon premier commentaire, ma première propre critique que je pourrais faire de cette carte, c'est sa sécheresse. Elle apparaît vraiment comme une arête de poisson, c'est souvent comme ça
que je l'intitule, que je la montre. Une arête de poisson, il faudrait au moins que Louis puisse au moins en être préservé. Quand je parlais de tous ces conteurs que j'ai rencontrés, c'est eux qui pourraient m'aider et par leur acte même, qui mettent de la chair sur ce poisson. Et que j'ai l'impression d'être amoureux de quelque chose dont dont je n'aurais pu capter que l'image au rayon X. C'est pas très sexy. Mais en même temps, ça permet de compter les os, c'est de savoir comment ce corps du conte peut fonctionner dans sa souplesse, dans ses humeurs, ses muscles, ses tendons, sa nervosité, ses sourires, ses émotions. Mais il est vrai que je me sens pas si bien équipé, peut-être par mon trop grand côté rationnel, de pouvoir placer les émotions, mais cartographier les émotions, c'est le meilleur moyen peut-être aussi de les éteindre. Alors des fois je rêve que cette carte prenne plutôt cette image de ce vieux pommier qui traîne au bout de mon terrain et qui me laisse toujours entendre qu'il est quand même pas mal plus beau qu'une arête de poisson. J'aimerais que cette carte un jour ressemble à un arbre, à un vieil arbre, mais toujours plein de fleurs, de boutons et de pommes à venir, parce que c'est beaucoup l'image du conte, de ressembler davantage à un arbre qui produit des fruits régulièrement qu'à une arête de poisson, n'est-ce pas?